Frédéric Monnier, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Frédéric Monnier, vous êtes chef de cuisine, vous êtes maître cuisinier français. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste ? La cuisine française aujourd'hui est un patrimoine de la culture française. Et à travers cette association, les maîtres cuisiniers de France, nous divulguons ce patrimoine à travers le monde. J'ai eu la chance de parcourir beaucoup de chefs qui étaient maîtres cuisiniers de France. Et quand j'ai fait mon trajet ici au Brésil avec mon entreprise, mon restaurant, quand j'ai ouvert, tout ça, ils ont regardé toute ma trajectoire depuis que j'ai 19 ans. Et en fait, ils sont aperçus que mon travail représentait une différence pour la divulgation de la cuisine française à travers le monde. Et c'est grâce à ça qu'ils m'ont associé à ce maître cuisinier de France qui aujourd'hui représente 600 chefs dans le monde à peu près. 600 chefs dans le monde, donc c'est une espèce de brigade d'élite de cuisiniers français. Donc, exactement, français, seulement français. Seulement français, hein, donc qui se chargent de la promotion de la cuisine française dans le monde entier. Hein. Je dirais, plus que la promotion, c'est la culture, comme on dit. La culture gastronomique française. Exactement. Hein. Frédéric Monnier, vous êtes une figure bien connue des Carioca. Pouvez-vous nous raconter votre arrivée à Rio, s'il vous plaît ? Mon arrivée à Rio, elle est un peu, je dirais, utopique, parce que, en fait, je suis parti de France juste pour voyager. Et bon, je suis parti aux États-Unis, je suis parti à Londres, j'ai fait pas mal de voyages, et je suis arrivé au Brésil. Et au Brésil, premier endroit que je suis arrivé, Rio de Janeiro. Et Rio de Janeiro a une représentation pour nous, je dirais, très, très euphorique. Et en fait, j'ai découvert le Brésil en voyageant en sac à dos. Et ça, j'ai découvert des cultures différentes dans le même pays. J'ai découvert une réception des Brésiliens qui adorent les Français d'une manière générale. Et j'ai été reçu vraiment à bras ouverts. Et ça nous touche énormément parce que on n'est pas forcément habitué en France. En France, on est un peu fermé. Le Brésilien est très ouvert. Et ça touche. Et après 3 mois de voyage à travers le Brésil, je suis monté jusqu'à Belém. Bref, j'ai fait toute la côte, là. La seule chose que j'ai pas fait, c'est le sud. Mais bon, un jour, j'y arriverai. Et je me suis dit, je vais essayer de travailler ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché du boulot à travers des chefs français. Au Sofitel avec Roland Villard, Claude Troisgros, Emmanuel Bassolet à São Paulo, Éric Jacquin à São Paulo aussi, Laurent Sodo, toutes les références françaises en gastronomie qu'il y avait dans le Brésil, sur Rio et São Paulo principalement, parce que bon, le marché à mon niveau est ces personnes-là. Et voilà mon arrivée, j'ai commencé à chercher. Et j'ai trouvé un autre chef français qui s'appelle Christophe Lydie à l'époque et qui était chef du Garcia Rodriguez. Et Garcia Rodriguez, il avait pâtisserie, boulangerie, cuisine, traiteur. Il avait toute cette panoplie. Et moi, à travers mon trajet de cuisinier, de chef, j'ai fait du traiteur. Mes parents étaient charcutiers traiteurs. J'ai fait du traiteur à Paris, chez Potel et Chabot. Et j'ai fait des macarons Michelin. Alors, j'avais le guide Michelin qu'on avait en référence. Moi, j'ai travaillé dans des restaurants qui avaient 2 macarons Michelin, chez Monsieur Groult à l'Amphiklès. J'ai travaillé au Comte de Gascogne à Boulogne-Billancourt qui avait un macaron Michelin. J'ai travaillé au Luxembourg avec un restaurant qui s'appelait L'Agate qui avait un macaron Michelin. Donc, j'avais toutes ces références à travers ça. Et en plus de ça, j'ai toujours été passionné par la boulangerie. Depuis l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé l'école hôtelière, mes parents m'ont toujours fait travailler avec eux en extra, tout comme ça. Et j'ai commencé à voir la boulangerie d'un autre genre. Et mon père m'a dit, demain tu as un stage. J'étais en vacances. Il me dit, demain tu as un stage, tu vas apprendre la boulangerie. Et c'est vrai que c'est un monde complètement différent. Donc j'ai appris aussi la boulangerie. Après, je me suis perfectionné dans la pâtisserie aussi.
dans la pâtisserie boutique qu'on appelle, parce qu'il y a la pâtisserie restauration et la pâtisserie boutique. Et ça, c'est quelque chose de vraiment différent. Donc, j'avais un panoplie de formation qui me dit que Garcia Rodriguez, pour moi, ce serait l'idéal, en fait. L'idéal de travailler dans un endroit où il y a tout ça. Tout le panel de vos compétences. Exactement. En arrivant au Brésil, on est français, on a des bases, tout ça. Et ça a été quelque chose de très, très intéressant parce que pratiquement toutes nos bases, ici, par rapport à produits, par rapport à tout ça, on était obligé de revoir nos bases, refaire nos recettes. On n'arrive pas à appliquer la même chose. On a des techniques, mais on n'arrive pas à appliquer la même chose à cause des produits qui sont pas les mêmes. D'accord. Donc en fait, l'objectif, c'est une espèce de mixité entre l'excellence des techniques françaises et la richesse, la diversité des produits brésiliens. Exactement. Là, en France, on est très technicien. Et en fait, ça nous permet de nous exporter dans le monde. En fait, on s'adapte aux produits, on commence à connaître les produits, on fait des recettes, on fait des bases, et ça nous permet de nous exporter complètement. Alors, quand on s'exporte, quand on est cuisinier et qu'on s'exporte dans le monde entier, on est confronté à la diversité linguistique. Quelle est la langue de la cuisine aujourd'hui dans le monde, s'il y en a une? Je pense qu'il n'y a pas vraiment une langue, il y a surtout des sens. Et c'est ça qui fait notre différence aujourd'hui à travers notre métier. C'est qu'aujourd'hui, partout dans le monde, les gens cuisinent. Et qu'est-ce qui parle le premier? Le premier, c'est ce qu'on sent. Après, les yeux, le toucher, tout ça, c'est notre langue universelle pour la cuisine. D'accord, donc une langue qui fait parler et qui fait activer les 5 sens. Exactement. D'accord. Frédéric, quand vous êtes arrivé au Brésil, vous parliez déjà portugais? Pas du tout. Je suis arrivé au Brésil avec mon français et mon anglais basique. D'accord. Voilà. Cet anglais vous avez servi dans votre longue carrière internationale? Elle m'a servi, oui. Elle m'a servi, par exemple, quand je suis parti faire un lancement d'un documentaire sur les cuisiniers français, c'est-à-dire que Eric Bellassem, qui est un producteur de cinéma, enfin de film, a fait un documentaire sur les chefs français au Brésil. Et ce documentaire a été lancé au Festival de Rio en 2013, si je me rappelle bien, ou 2012, bref. Et en fait, ce film a touché énormément de gens. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont immigré dans un pays. Et en fait, on a été appelé au Festival de Miami pour lancer ce documentaire. Et ça, je peux vous dire que c'était quelque chose de très très touchant. Car en fait, à Miami, il y a beaucoup d'immigrés. Et le film et le documentaire a fait un succès là-bas que moi, je n'imaginais pas. Donc, on a été appelé à lancer le documentaire. On a été aux États-Unis. Et bien sûr, les questions en anglais, tout ça. Alors, avec mon anglais basico, j'ai réussi à me sortir de mes bases. Et bon, c'est vrai que la première période que j'ai passée au Brésil, je parlais uniquement, pratiquement qu'en anglais. Premièrement, parce que j'ai rencontré ma femme qui avait un anglais, qui parlait l'anglais parce qu'elle était alphabétisée aux États-Unis, donc elle parlait anglais. Et on s'est parlé pendant presque, je dirais, 5 mois à 1 an, seulement en anglais, pratiquement. Est-ce que je peux deviner qu'elle est devenue votre professeur de portugais? Oui et non. Oui et non. Je dirais qu'elle serait devenue plutôt les corrections du portugais. D'accord. Car je dirais que même quand on n'est pas toujours en harmonie, hein, des fois on s'engueule. Ce sont des choses qui arrivent. Et je dirais pendant 1 an, je pense qu'on s'est engueulé toujours en anglais. D'accord. Voilà. Ah, c'est très intéressant ça. Dans un couple donc qui fait passer ses orages dans une 3e langue. Exactement. D'accord. Et quelle est la place de la langue française dans cette famille linguistique? Très très importante,
car aujourd'hui, avec mes 3 enfants, premièrement, ils sont au lycée Molière. Donc, toute leur éducation est à base de la langue française. Au début, quand j'étais au Brésil, quand j'ai commencé à travailler, ma femme était hôtesse de l'air. Donc, elle voyageait beaucoup, tout ça. Et on a eu notre premier enfant, qui est Eric. Et elle a continué à voyager. Et c'est très marrant, une chose vraiment... quand ma femme était là, le portugais passait devant. Donc, quand moi, j'étais tout seul avec mon fils, c'est le français qui passait. Et ça a été pour ma fille aussi. C'est mon petit dernier, moins parce que ma femme a travaillé à la Varig. La Varig était une grande compagnie aérienne. Et malheureusement, elle a été licenciée. Donc moi, j'ai été obligé de travailler un peu plus, faire d'autres choses, et comme ça. Donc j'ai passé moins de temps, je dirais, avec mon dernier fils, Daniel, pour justement développer ce portugais. Mais par exemple, elle voyageait 5 jours. Moi, j'étais tout seul avec mes 2 enfants. Donc là, je parlais vraiment français. Tout le temps français avec eux. Et ils me répondaient toujours en portugais. Un truc très marrant. Et la réponse était simple. Tu comprends le portugais, pourquoi je vais te parler en français? Par contre, quand mes parents sont venus 2 mois ici au Brésil, chez nous, mon fils a commencé à sortir tout le français en fait. Parce qu'il voyait bien que mes parents ne comprenaient pas le portugais. Donc, quand il voulait quelque chose, le français, il sortait naturellement. Et moi, je l'avais jamais entendu parler autant bien français qu'à cette époque-là. C'était vraiment... Je pense que j'ai laissé cette base en parlant français pendant cette période-là et elle sortait naturellement après. C'est le pouvoir des grands-parents. Un des pouvoirs qui est très fort. Des grands-parents. Très fort. Et donc, toujours dans cette famille, quelle est la place du portugais? La place du portugais, c'est la langue maternelle, donc c'est vrai que, comme j'ai dit, mes 3 enfants, dans cette période où moi j'ai travaillé beaucoup plus et ma femme était beaucoup plus présente, donc dans la famille d'une manière générale, on parle en portugais. C'est marrant aujourd'hui, quand je sens que mes nerfs, je suis énervé ou un truc comme ça, il y a le français qui ressort pour justement m'expliquer d'une manière plus claire ou qui me donne plus de sens à ce que je dis. Et pour mes enfants, ma femme parle le français, je veux dire, elle a des belles bases en français, parce qu'avant qu'on se connaisse, elle avait déjà pris des cours de français aux États-Unis déjà, donc elle avait cette base. Elle l'a renforcée pendant mes enfants ont grandi, car par rapport à l'école, et en plus elle a pris des cours pour justement apprendre le français et parler avec les enfants pour les cours et tout ça. Pour accompagner leur éducation au lycée Molière. Hein. Exactement. Et bien sûr, en faisant des exercices, le français a augmenté, tout ça. Aujourd'hui, quand mes parents appellent, bien sûr, on parle le français, et ma femme aussi, et puis les enfants aussi. Donc le français était une valeur affective très très forte. La complexité de ma famille, c'est tout simple, parce que ma sœur est mariée avec un Anglais qui ne parle pas français et qui ne parle pas portugais. D'accord. Et j'avoue que ces 3 langues, aujourd'hui, pour moi, il y a des fois, je ne me rends même pas compte. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans l'interview, vous allez le percevoir, vous en apercevez, je mélange le français, le portugais et parfois l'anglais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que réunion de famille, il y a de ça en 2018, où il y avait toute la famille. Tout d'un coup, je me mets à parler en portugais à ma mère, en portugais à ma sœur, sans m'en rendre compte. Et en français à ma femme, où voilà, ça sortait, mais
Et juste quand la personne s'appelle, elle me dit « Fred, t'es en train de parler en portugais avec ta maman. » D'accord, oui, d'accord. Hop là, on change. Il faut dire qu'avec le décalage horaire, on peut être très très fatigué parfois. Exactement. Alors, Frédéric Monnier, quelles sont vos activités au jour d'aujourd'hui à Rio? Ah, mes activités, elles sont, bon, aujourd'hui, avec la pandémie, a bien changé. Quand la pandémie a commencé, j'ai tout arrêté. C'est pas que j'ai tout arrêté, c'est que j'ai été dispensé de toutes les consultorias que je faisais, c'est-à-dire premier coût financier pour une entreprise, il a un consulteur, tout s'arrête. Bien sûr, nous, on s'arrête aussi. C'est compréhensible. J'ai déjà eu 5 restaurants et on a eu des consultants et c'est normal. Donc j'avoue que pendant 2 mois, ça a été quelque chose de très, très dur. On s'est dit, dans 2 mois, ça va reprendre. Dans ma tête, c'était ça. Donc pendant 2 mois, j'ai rien fait. On est resté à la maison, cloisé, avec les enfants. Ça a été bon parce que je pense qu'on a réuni la famille, on a fait des choses que peut-être on n'aurait jamais fait. Donc ça, c'était une belle expérience. C'est toujours une belle expérience parce qu'aujourd'hui, on reste d'une manière générale confiné, mais on est bien obligé. Moi, je suis bien obligé de travailler d'autres choses pour justement financièrement ir devant, continuer. Et en fait, dans le milieu, après 2 mois de pandémie, un ami à moi qui m'a demandé Fred, tu fais pas des rillettes? Bah si, une rillette, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'en fais. Alors je lui ai fait 2-3 terrines, des rillettes en pot, comme ça. Une amie à lui a goûté et elle s'occupait de faire des cestes. C'est des paniers. Des paniers, voilà, pour offrir et pour vendre. Et elle me dit, mais Fred, tu pourrais pas en faire un petit peu de rillettes? Je dis, bah oui, t'en veux combien? Et j'en veux 150. Je dis, opa. Otra patamar. Otra patamar, exactement. C'est un autre moment. Et je lui dis, ouais, il n'y a pas de problème, je te l'ai fait. Et en fait, après ces 150 pots, je dis, mais je pourrais recommencer ça, en fait. C'est mon histoire, c'est mon grand-père qui était charcutier. Mon père a pris la suite et en fait, j'ai cherché en fait mes bases, mon enfance, mon affectif et j'ai recommencé à faire du pâté de campagne et les rillettes. On a commencé avec ça. Quand j'ai vu que ça partait bien, j'ai commencé à faire des rillettes de canard, du pâté de canard, le foie gras, le saumon et pour avoir une touche brésilienne, j'ai aussi lancé les rillettes du Pirarucu avec le poisson brésilien, où je fais partie d'une association, d'un projet qui s'appelle Gosto d'Amazonia, où on a été visiter justement le Pirarucu sauvage en Amazonie, les indigènes Palmari. Et bon, ça a été quelque chose de rêveux. Ça m'a touché énormément au niveau de l'Amazonie, donc j'ai fait question de faire ces pots avec ce poisson sauvage brésilien qui est ce Pirarucu sauvage des manèges. Donc j'ai commencé à faire tous ces pots là, ça se vendait bien, tout ça. Un ami à moi qui est au Portugal, où on a fait beaucoup d'événements à Rio. Il a changé, je dirais, presque 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, un peu avant la pandémie, il a ouvert une entreprise à Lisbonne. Et on avait un projet, il y a de ça 10 ans, de faire le pâté sous vide pour vendre pour les supermarchés à grande échelle. Et quand il a vu les pâtés que je mettais sur Instagram, tout comme ça, il m'a dit, mais ça ressemble un petit peu à notre projet. Je dis oui. Et il me dit, mais tu veux continuer à vendre ça artisanalement ou avec comme ça, voilà. Et je dis, parce que qu'est-ce que tu penses? Et il me dit, je pense que c'est un produit qui peut aller devant, qui peut vendre beaucoup plus, tout ça. Et en fait, il s'est proposé à divulguer par rapport à Instagram ou tout comme ça, et se lancer dans le monde des réseaux sociaux, qui aujourd'hui, je pense, est inévitable. Hein, non seulement à travers les enfants, à travers nous aussi, bien sûr, on n'a pas le choix.
Et il a commencé à me faire un programme pour le Instagram et j'ai vu tout de suite les résultats. C'est-à-dire que mon perfil a changé, que beaucoup de gens sont intéressés à ce que je faisais. Donc on est parti pour faire un grand lancement sur Instagram et c'est parti comme ça. Ensuite, toujours à travers de Gerson, c'est impresario de hoje et des hontes d'aujourd'hui et d'hier, parce que j'ai toujours travaillé avec lui en événement. Il essaye de se repaginer comme tout le monde. Et moi, il m'a aidé justement à avoir une vision plus ample de ce qu'on peut faire sur les réseaux Internet. Je dis ok. Donc là, il me dit, j'ai un ami qui s'appelle Francesco. Et il a une idée de faire des cours online. Et alors là, je dis oui, ok. Alors comment ça se fait ? Mais sauf qu'ils ont mis un autre patamar, un autre niveau, au niveau du filmage avec 3 caméras, un truc comme ça. Et c'était pour moi la première fois. Une vraie super production. Super production, exactement. Et c'est une production qui m'a permis de voir comment faire pour faire un super cours. En fait, on ne voulait pas faire un cours à style je prends mon téléphone, on fait une recette, quoi. Une vraie production vidéo. Exactement. Donc ça, j'ai compris très vite, en fait, et j'ai dit, bien sûr, on y va. Donc ça a fait, je dirais, on a mis 6 mois pour préparer le lancement. Ça a été fait justement la semaine dernière, le 4. On a eu un pré-lancement avant de 20 jours seulement. Bon, ça, c'est les techniques pour les ventes de cours, tout ça. Mais c'est principalement mes activités actuellement. Donc, à travers ça, on fait de la divulgation. On divulgue, en fait, par exemple, en faisant des lives avec nos partenaires, l'Alliance française. Notamment l'Alliance française. Exactement. Ou, d'ailleurs, une grande affection pour l'Alliance parce que depuis 2014-2013, ce projet du bistrot qui a été mis en place et malheureusement, on n'a pas réussi à l'aboutir, mais je pense que on est en chemin de peut-être le travailler d'une manière différente. Pas forcément en bistrot, mais au moins qu'il apporte pour les élèves de l'Alliance française une notoriété de gastronomie, de culture française. Et moi, je pense que c'est très très important. D'ailleurs, depuis le début, je dirais, depuis 2014, ma grande idée, c'était divulguer la culture française à travers les maîtres cuisiniers de France, à travers l'Alliance française, qui est une entité très très importante dans le monde. Et, je ne vais pas comparer, ça se compare pas, mais les maîtres cuisiniers de France, c'est un peu ça aussi. Donc je pense que l'Alliance française, elle divulgue la culture française, elle amène tout ça. Et comme la gastronomie fait partie de la culture française, ça a été reconnu comme culture française, par l'UNESCO elle-même. Hein. Oui, exactement. Et c'est pour ça que ça me touche énormément de pouvoir faire ça à travers l'Alliance française. Et je pense que c'est très important. Et on a plein de projets en tête. Moi, j'en ai plein. L'Alliance française aussi. La partie éducative de votre travail, on sent en vous écoutant, est très très importante. Hein. Vous êtes vraiment un passeur. Vous voulez enseigner, vous voulez transmettre. C'est quelque chose de très important pour vous. De même que semble important pour vous la relation entre votre cuisine et votre passé, votre enfance, les souvenirs culinaires que vous en avez ramenés et une longue tradition familiale de cuisine. C'est tout un mélange, mais ça fait partie de ma vie, de mon histoire. Je pense que de toute façon, la meilleure chose du monde, c'est enseigner. Enseigner et savoir passer ce que l'on sait, car c'est trop beau de pouvoir enseigner à quelqu'un ce que tu sais et de pouvoir le passer. C'est trop fort. Ça donne le frisson. Ça me donne des frissons, exactement. Et puis il y a un truc tout simple, c'est que moi, j'ai des souvenirs de mes professeurs, j'ai des souvenirs de tous mes chefs qui ont passé son savoir, qui m'ont passé leur savoir. Et ça, j'en leur suis reconnaissant jusqu'à aujourd'hui
pour arriver où je suis. Et je pense que aujourd'hui, depuis, je dirais, 2005, même avant, je veux dire 2000 que je suis arrivé au Brésil, j'ai eu cette sensation. J'ai formé beaucoup de gens, beaucoup de cuisiniers, et je dirais même pas forcément cuisiniers, de tout, parce qu'on parle d'entreprise, on parle de management, on parle de personnes qui vont travailler dans l'informatique, de personnes qui vont travailler et donner des opportunités à tous ces gens-là pour se former dans un terrain qui est un peu dévié de la gastronomie, mais aussi qui fait partie. Et aujourd'hui, je peux vous dire, par exemple, j'ai Marquinhos, c'est une personne qui a commencé, je dirais, presque de zéro, qui est devenu mon bras droit jusqu'en 2018 où j'avais l'entreprise, la brasserie Rosario. Et après, presque 12 ans, 13 ans de travail ensemble, aujourd'hui, il a trouvé une place comme responsable, je ne sais pas comment on dirait ça, mais stock A et B. C'est-à-dire toute la partie responsabilité de la restauration dans un club. Et c'est peut-être ça ma satisfaction, que j'ai réussi à lui donner un potentiel de pouvoir avoir un emploi un peu plus haut que ce qu'il pouvait imaginer à l'époque. Quand on parle d'éducation, vous êtes aussi un membre éminent de la communauté scolaire autour du lycée Molière. Alors ça, c'est une histoire qui me tient énormément à cœur. Et en 2014, j'ai commencé un programme avec le Sebrae, qui est une institution brésilienne, sur les produits organiques. Et là, ça m'a ouvert les yeux, et je me dis, mais pourquoi à l'école on n'a pas ça? Donc j'ai commencé un travail de reconnaissance des produits dans l'état de Rio de Janeiro avec les produits organiques. Le Sebrae m'a beaucoup aidé justement à connaître tous ces produits-là qui étaient en production et aujourd'hui, qui à l'époque étaient, je dirais, ça n'arrivait même pas à Rio de Janeiro parce que ils n'avaient pas l'argent, tout comme ça. C'est tout un secteur qu'il fallait contribuer à développer et à faire émerger, en fait. Exactement. Et puis, surtout, aujourd'hui, à l'époque, c'était presque que pour les élites. Ça coûtait cher, ça coûte encore cher, mais c'est moins cher. Aujourd'hui, on arrive à un accès plus facile. Et je me suis dit, mais pour que les personnes qui font cette culture organique réussissent à continuer, il faut leur donner pas des subventions. Ça peut être des subventions, mais en fait, il faut les faire tourner. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à revendre ce qu'ils produisent. Il faut les aider à vendre leurs produits, tout simplement. Exactement. Et en fait, ce que j'ai commencé, c'est que j'ai pris leur production. C'est-à-dire, ils m'envoyaient toutes les semaines la production. Et le mercredi, en général, le jeudi, on faisait les menus pour le lundi. Jusqu'à aujourd'hui, on fait comme ça. Comment faire d'une cantine scolaire, en fait, un outil d'éducation au goût, mais aussi un outil d'éducation environnementale. On est bien d'accord. C'est plus ou moins tout ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Frédéric Monnier. On va vous laisser pour votre intense journée de rendez-vous, de réunion. Vous êtes très, très actif sur les réseaux sociaux. On vous voit très souvent sur Instagram, sur Facebook, etc. Et on vous voit bientôt à l'Alliance française pour un prochain live gastronomique dans le cadre de la francophonie avec votre ami Frédéric de Meyer, chef belge. Donc ce sera les deux Fred. Voilà, les deux Fred. Bon, un grand ami qui est arrivé depuis 2000, comme moi, un peu la même histoire, enfin des histoires un peu différentes, mais très grande complicité, très grand chef, et il va parler un peu de... Il m'a pas dit vraiment encore, il sait pas trop encore, mais je pense qu'il va parler un peu de chocolat belge. Ok, très bien. On aura la surprise et certainement on aura le grand plaisir de le recevoir un jour ou l'autre dans cette émission, ce podcast de l'Alliance française de Rio, Affluencia. Frédéric Monnier, merci encore. Très bonne journée à vous. Merci Jean. À bientôt.